Donc effectivement, j'avais perdu de parler d'énergie, mais je vais surtout parler, parce que je suis finalement pas la première à le faire, donc chacun présente un peu son secteur et je pense que c'est intéressant aussi. Et puis Hélène Valade est partie, donc elle pourra pas me contredire en plus. Mais donc je vais parler d'eau. Je vais parler d'eau et de Sor, qui est une entreprise que certains d'entre vous connaissent et d'autres, je pense, un peu moins. Et qui est le troisième larron un peu du secteur de l'eau qui a connu beaucoup de vicissitudes ces dernières années. Mais qui est une vieille entreprise hein, puisqu'elle date de 1933. Alors ces slides, la première partie de la présentation, vous allez voir, a été faite par notre communication corporate pour nos investisseurs. Donc vous verrez qu'ils ont beaucoup plus de talent que moi, malgré il y a quelqu'un de mon équipe qui m'a bien aidé à faire ces slides. Mais voilà, donc d'où le aussi près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, en réalité, c'est 1,7. Donc pas loin de 12 000 employés aussi de par le monde maintenant, des millions pour le coup et des millions de personnes qu'on dessert en eau potable. Puisque c'est notre métier, on produit et on distribue de l'eau potable et on traite et on rejette dans l'environnement une eau assainie. C'est l'essentiel de notre business. Et ce que ça veut dire d'ailleurs, puisque j'essaierai un peu au fur et à mesure de cette présentation, puisque j'arrive en fin de programme, de réagir aux divers points qui ont été soulevés. Alors aujourd'hui, j'étais pas avec vous hier et dans les conversations que j'ai pu avoir. Mais ce qui veut dire notamment que beaucoup des gens qui travaillent chez nous en fait sont déjà extraordinairement, et je pense que plus qu'en moyenne, sensibilisés aux enjeux environnementaux, puisque pour beaucoup, ils ont fait des études dans ce domaine-là en fait, et ils travaillent tous les jours à une ressource dont beaucoup pensent qu'elle tombe du ciel, hein, et c'est pas totalement faux d'ailleurs, mais malgré tout, il faut quand même lui faire des tas de trucs avant que vous ayez tous envie de la boire au robinet. Donc, et les gens chez nous sont très sensibilisés à ça, ils sont très fiers de leur métier, et ce que ça veut dire aussi, c'est qu'ils ont une capacité très très importante à nous challenger. Moi, en tant que directrice RSE, et mon équipe et tout le monde, toute notre équipe de direction, ils ont une capacité extrêmement importante à ne pas nous laisser bullshiter, ce qui est finalement une bonne chose et on les en remercie tous les jours. Ça, c'est un peu notre implantation. Évidemment, on est un groupe qui est historiquement français, mais qui s'est beaucoup internationalisé récemment. Donc aujourd'hui, on opère, alors toujours évidemment beaucoup en France, on opère beaucoup en Ibérie aussi, en Espagne, au Portugal. Il ne vous échappera pas que ce sont des géographies où le changement climatique a un petit impact aussi sur la ressource en eau, hein, donc ça fait partie de nos sujets et j'évoquerai ça un certain nombre de fois au fur et à mesure de cette présentation. Hein, évidemment, l'eau et le climat, c'est quand même deux sujets qui sont extrêmement liés et donc je peux difficilement parler de nos enjeux climatiques sans parler de ça. Et puis on opère également au Moyen-Orient sur des modalités contractuelles qui sont souvent un petit peu différentes. Et on a maintenant une plateforme industrielle, c'est un métier un petit peu différent. Hein. L'eau municipale, c'est vraiment, on opère de l'infrastructure. L'eau industrielle, on est plutôt fournisseur de services, de technologies. Et on a une plateforme qui est basée aux Pays-Bas et qui a des antennes un peu partout dans le monde. Donc je reviens là un petit peu sur notre métier, hein, qui consiste à concrètement prélever de l'eau dans l'environnement, la traiter, la distribuer. Et puis, alors on va, hein, souvent dans le cadre, on est délégataire de services publics, à minima en France, dans le cadre français. Donc on facture en fait, hein, on vous facture si vous êtes sur des territoires qui sont desservis par SOR. Et puis on collecte, on traite et on rejette dans l'environnement une eau assainie. Et on traite les déchets qui en ressortent d'ailleurs aussi, hein, également, c'est-à-dire pour l'essentiel des bouts d'épuration. Dont on peut faire un tas de choses et qu'on peut valoriser de plein de manières différentes. Et donc on est organisé en trois business units principales, on va dire. Hein. Il y a l'eau municipale qui est quand même le core business, ce qu'on fait le plus, c'est la majorité de notre chiffre d'affaires aussi, et de notre EBITDA. Donc c'est notamment tout ce qu'on fait en tant que délégataire de services publics en France, toutes les opérations d'eau municipale en Ibérie et au Moyen-Orient. On a une division d'ingénierie qui, elle, fait plutôt de l'ingénierie de la construction, concrètement, de stations d'eau potable ou d'épuration. Et puis les eaux industrielles dont je parlais tout à l'heure. Alors ça, c'est la version marketée de ce que je détaillerai un petit peu après.
On a beaucoup parlé de claims, hein, et les claims, il faut évidemment les prendre avec prudence, et en même temps c'est important parce que sans claim, on ne fait pas forcément grand-chose. Et je vais à la limite faire ça, introduire maintenant aussi un peu parce que je pense que c'est intéressant d'avoir ce contexte-là, mais disons le contexte dans lequel SOR évolue aujourd'hui. SOR est détenu d'un point de vue actionnarial par un fonds de private equity qui s'appelle EQT Partners, qui est basé aux Pays-Bas. Ils opèrent 70 milliards d'euros, ils ont 70 milliards d'euros d'actifs sous gestion, donc c'est un très gros fonds. Et on est sous LBO. Ce que ça veut dire, c'est que concrètement, être directeur du développement durable dans cet environnement-là, c'est pas du tout bullshit, parce que EQT, c'est un fonds qui a énormément d'ambition pour leur portefeuille. Concrètement, il faut comprendre qu'on est leur scope 3, nous et plein d'autres entreprises, mais nous sommes leur scope 3, ce qui implique un tas de choses quand on sait que c'est notre actionnaire, et qu'ils ont des trajectoires SBTI et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, ce que ça veut dire, c'est que concrètement, c'est un peu un jeu quotidien, on va appeler ça de l'optimisation sous contrainte, parce que voilà, on est une boîte qui est sous tension voilà, du fait, on est sous LBO, c'est un état de fait. Et donc on a plein de contraintes, de ressources, on a plein de contraintes, un actionnariat qui tourne. J'ai entendu plein de personnes présenter des entreprises qui ont de longues histoires de développement durable, et c'est formidable. Moi j'ai pris ce poste il y a 1 an, ça fait 3 ans que je suis chez SOR. Il y a 1 an c'était moi, me, myself and I, comme on dit. Aujourd'hui j'ai une équipe de 4 personnes et il s'est passé plein de choses en 1 an, mais en gros il faut se dire que ça fait 1 an. Voilà, qu'on fait des choses. En 1 an, on a déjà pris plein d'engagements, quand même, qui sont substantiés. Et puis, on s'est engagé surtout, et on n'en est qu'au début, mais à réfléchir à cette ressource qu'on traite tous les jours et qui est quand même devenue assez essentielle et dont on parle de plus en plus, mais c'est malgré tout relativement récent, qui est l'eau. Et il faut se dire que nous, fondamentalement, au quotidien, on vend des mètres cubes d'eau. Donc je pensais à ADP, plus il y a de trafic aérien et mieux on se porte, nous, plus on vend de mètres cubes d'eau et mieux on se porte. Et malgré tout, la tendance, idéalement, ce serait plutôt d'aller en sens inverse. Donc ça, c'est un sujet qui est compliqué parce que ça touche évidemment à notre modèle d'affaires. Et donc c'est un sujet de long terme et on s'en préoccupe éminemment, et on a plein de solutions à proposer à des industriels qui s'engagent dans une démarche de réduction de leur empreinte en matière d'eau. Et si vous trouvez une solution miracle pour que les gens trouvent ça super fun de ne pas remplir leur piscine l'été, vraiment, j'achète, mais tout de suite. Voilà, peut-être une mouche au fond de la piscine, j'en sais rien, mais... Enfin, en tout cas, c'est des questions qu'on se pose tous les jours. Et évidemment, avec ça, il y a la question le jour où, par la force des choses, les gens commenceront à consommer moins d'eau, comment on fait pour nous continuer à être viables en tant qu'entreprise. Et donc ça implique d'expérimenter des nouveaux modèles d'affaires, de faire un peu aussi du lobbying, mais au sens noble du terme, pour essayer de faire en sorte que les choses évoluent, parce qu'aujourd'hui, on fait ça dans un contexte réglementaire qui est extrêmement précis et extrêmement contraignant. Donc voilà, mais ça c'est un peu la question qui, malgré tout, est la plus intéressante dans ce métier-là. Et je vais m'arrêter un peu je vais m'arrêter assez longtemps sur cette slide parce que j'ai dit que ça faisait 1 an en gros qu'on faisait des choses, des vraies choses, qu'on commençait à vraiment bouger sur ces sujets-là. Et il faut imaginer qu'on a vraiment un peu tout fait en même temps. C'est-à-dire que pendant cette année, alors on est passé nous aussi par la moulinette de la raison d'être, et on l'a fait du mieux possible et avec le plus de profondeur possible. Mais voilà, moi j'ai pris le job il y a 1 an, et il faut se dire qu'à peu près le lendemain, voire la veille en fait, un jour mon CFO m'a appelé en me disant écoute, on va se refinancer en obligations durables, ça va être absolument génial, tu vas voir. Et le lendemain, j'avais 25 banquiers devant moi qui me demandaient mes KPIs, mes trajectoires, mes engagements net zéro, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire ça sans avoir un engagement net zéro. Et tout ça, c'est super. Et si ça pouvait être fait pour hier, ce serait vraiment encore mieux. Donc voilà, il faut se dire que je venais de prendre le job, j'avais 0 équipe, on avait une feuille de route qui avait à peu près 1 mois. Et voilà, donc tout était parfait. Et néanmoins, ça a été un instrument hyper puissant pour justement faire démarrer les choses.
parce que toujours optimisation sous contrainte, hein, plus la contrainte est forte. Bon, voilà. Et donc on s'est décidé sur 3 KPIs qui sont les prélèvements dans la ressource en eau par abonné, ce qui est un KPI intéressant hein, parce que déjà, pour revenir au sujet du jour, quand même concrètement, moins on prélève d'eau, moins on en traite, moins on en distribue et moins on émet de carbone, fondamentalement. Mais c'est compliqué, évidemment c'est compliqué pour plein de raisons. La première, c'est que autant on maîtrise notre infrastructure, on maîtrise on maîtrise dans la mesure du possible les rendements de nos réseaux en eau. Les réseaux d'eau en eau, c'est 80% de rendement à peu près en France. Hein. Il y a un déficit d'investissement qui atteint des milliards d'euros. Donc les réseaux sont en mauvais état concrètement. Réseaux qui, by the way, ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent aux collectivités qu'on sert. Et ce que ça veut dire, c'est que comme on n'est pas en fait responsable des renouvellements des réseaux, ce sont des investissements qui ne relèvent pas de notre responsabilité s'ils ne nous sont pas demandés. Donc ça joue sur le fait qu'on ne peut y arriver qu'ensemble, et c'est là aussi un exemple de nécessaire collaboration publique-privée pour le coup. Mais bon, on s'est quand même engagé sur ce KPI, alors que effectivement la consommation c'est derrière le compteur, et c'est pas quelque chose qu'on maîtrise immédiatement. Alors pourquoi on l'a fait ? Parce que moi, venant de prendre le job, et face à ce constat dont je vous faisais part, qui est qu'on vend des mètres cubes, ce qui n'est pas un business model qui est immédiatement génial pour la planète, même si derrière on l'assainit, on fait ça, on fait notre travail proprement, etc. Mais enfin voilà. Donc moi j'ai poussé pour qu'on s'engage là-dessus parce que c'était un des rares leviers à ma disposition pour m'assurer qu'on allait vraiment prendre ce chemin derrière. C'est un peu dangereux hein, parce que concrètement j'ai vraiment assez peu de garanties qu'on va y arriver. Il suffit d'une bonne grosse vague de chaleur sans rupture d'approvisionnement pour que les gens consomment plus et qu'on risque de rater le jour J. Mais c'est aussi ce qui me permet en interne de montrer qu'on est vraiment dans le sujet et on a vraiment tous ensemble décidé de s'y intéresser sur le long terme. Et cette année on a réussi. Par quel miracle, je ne sais pas, mais on verra l'année prochaine pour la suite. Donc le deuxième KPI sur lequel on s'est engagé, c'est notre intensité carbone sur nos scopes 1 et 2. Alors évidemment, je montrerai tout à l'heure notre profil carbone et le scope 3, il est très élevé chez nous, comme chez tout le monde, et très réel. Mais évidemment, dans le cadre de ce financement, les cibles elles étaient quand même très court terme. 2025, c'est very, very soon. Donc on s'est engagé sur ces scopes 1 et 2. Et puis ce troisième KPI, c'est un KPI social, donc qui pour le coup ne porte pas sur l'intégralité de notre dette, mais simplement sur une petite ligne de crédit, parce que la réglementation pour le moment permet surtout les KPI environnementaux. Mais enfin, il existe quand même, et j'y tiens, donc je continue à l'écrire un peu partout. Et concrètement, ce que ça veut dire, hein, ce refinancement, ça veut dire qu'évidemment, il y aura une petite conséquence financière le jour où on sera observé par rapport à nos engagements. Et si on les a ratés, en fait, le coût de notre dette va augmenter. Hein. Alors, pas extrêmement massivement, mais substantiellement, ça fera plaisir à personne. Et puis, c'est un reporting qui est très public chaque année, et donc sur lequel ça nous objective vis-à-vis du reste du monde. Donc voilà, cet instrument-là, dans une entreprise comme nous, donc sous LBO, dans laquelle le contrôle de gestion est un peu tout puissant quand même, et puis qu'il y a eu une histoire compliquée aussi, hein, avec beaucoup de changements actionnariaux entre 2010 et 2020, des périodes, on va dire, des passages à vide, on va dire ça comme ça, et où donc je pense qu'on ne peut pas aller voir les gens chez nous en leur expliquant que le carbone ou l'eau ou les enjeux environnementaux c'est sérieux, sans leur démontrer qu'on a mis des sous à côté. Si on ne fait pas ça, ils ne nous croiront pas, en fait, et ils auront raison. Et c'est pour ça que cet instrument, il a été très important, et il a été en interne un levier vraiment, vraiment intéressant pour nous. Donc ça c'est notre roadmap sur laquelle je ne vais pas m'appesantir, mais en fait notre trajectoire carbone concrètement est une partie intégrante de cette roadmap.
Et donc je vais y revenir un petit peu plus en détail. Alors ça c'est un petit élément de contexte pour rappeler que le secteur de l'eau et de l'assainissement c'est 3 à 7% en fonction des estimations des émissions de carbone mondiales. Donc c'est important. C'est évidemment les opérations des infrastructures, on consomme énormément d'électricité, on va y revenir. C'est toute la mobilité qu'on met en place pour les opérer. C'est aussi les émissions de NO2 et de CH4 des stations d'épuration, c'est les émissions des boues résiduelles, et puis c'est toute la fabrication des produits qu'on utilise, des produits chimiques qu'on utilise pour traiter l'eau, et puis de tous les produits de construction pour renouveler les réseaux, construire les réseaux, étendre les réseaux, les stations, etc. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre ici de tous les liens qui existent entre le climat et l'eau. Évidemment, ça devient de plus en plus prégnant. D'ailleurs, on s'en aperçoit. Moi, cette année, pour la première fois, je suis interrogée par nos agences de rating qui, d'un coup paniquent en disant « Mais s'il y a une sécheresse, qu'est-ce que vous faites ?» Ce que je trouve fascinant, parce que vous avez peut-être remarqué qu'on a eu un printemps magnifique cette année, ce qui est à la fois chouette et pas si chouette, parce qu'on a un été qui s'annonce difficile en matière de ressources en eau. Et nos agences de rating découvrent aujourd'hui, ébahies, qu'il arrive qu'il y ait des ruptures d'approvisionnement en eau, et que dans ce cas, on distribue des bouteilles, bêtement, parce qu'en fait, on ne va pas couper l'eau, donc on ne peut pas empêcher les gens de consommer, concrètement, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Alors, il y a des arrêtés sécheresse. Évidemment, on essaye de réguler l'irrigation, on essaye de réguler la consommation industrielle, mais voilà, fondamentalement, on ne peut pas couper l'eau au robinet. Donc, de manière très immédiate, là pour l'été qui vient, et on ne va pas changer les comportements de nos 66 millions de concitoyens d'ici fin août, s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Ce qui est... Voilà. Il y a des bouteilles qui viennent de plus ou moins loin, je ne vous parle même pas de l'impact carbone des bouteilles, enfin bon bref, on n'en parle pas, et c'est marrant parce que ces questions, elles existent depuis une éternité. En 2003, ça a été le premier événement un peu sévère qu'on avait eu, et puis personne n'en a jamais reparlé, les gens ont même oublié. Aujourd'hui, on a des élus, même dans des zones qui avaient été frappées assez durement, quand on leur parle de plan sécheresse, de renouveler leur réseau, machin, le truc c'était il y a une éternité, bon voilà. Mais là, en ce moment, soudainement, on sent un petit changement, et donc on nous pose des questions qu'on ne nous avait jamais posées avant, qui sont des bonnes questions, fondamentalement, mais qui ne trouveront pas une réponse demain matin, ou alors pas une réponse différente de celle qu'on avait déjà il y a 10 ans. Quoi. Voilà. Bref, donc notre profil carbone, que vous voyez là, alors moi, vous noterez que j'ai, sur le scope 3, comme je suis ingénieur et que ça me heurte toujours de manière assez fondamentale de voir un truc ultra précis avec 50% de marge d'erreur, j'y suis allée à la très très grosse. Ce que je peux faire, parce que nous on a encore en fait pas publié notre scope 3 et on le calcule en ce moment pour la première fois en fait, donc sur la base de nos achats, de manière assez basique. Donc on a une estimation que j'ai utilisée pour faire ce petit graphique, qui est que c'est en gros 4,5 à 5 fois nos scopes 1 et 2 réunis. Donc c'est à la fois beaucoup et un peu moins que ce qu'on a pu voir chez d'autres entreprises. En gros, c'est 80% du total à la grosse, quoi. Donc c'est beaucoup, c'est surtout, le gros enjeu pour nous, c'est vraiment la production et le transport des produits chimiques qu'on utilise pour le traitement de l'eau potable et de l'eau usée, et puis les matériaux de construction et les réseaux, concrètement, les tuyaux. Voilà. Donc ça va évidemment être de gros enjeux avec nos fournisseurs. Ça va être des enjeux compliqués parce que des fournisseurs, on en a surtout côté matériaux de construction des quantités phénoménales. Et c'est souvent des relativement petits fournisseurs, relativement locaux, ce qui est évidemment important pour nos clients. On travaille pour des collectivités, donc les achats locaux, c'est quelque chose qui est apprécié. Mais en tout cas, ça promet un exercice sur le scope 3 qui sera intéressant. on va dire ça comme ça. Et nous sommes en train, donc on est un peu sur le même rythme qu'ADP, j'ai signé la lettre d'engagement il y a 2-3 semaines maintenant,
Donc on devrait soumettre des trajectoires à SBTi d'ici quelques semaines. Et donc notamment sur le scope 3, on a des discussions sans fin sur ce qui nous paraît le moins irréaliste ou le moins dur ou, ou ce qu'on envisage avec le moins d'angoisse, on va dire. Et on va soumettre une trajectoire pour le coup en valeur absolue et on va s'y attaquer, mais c'est sûr que ça ne va pas être un job facile. Et nos scopes 1 et 2, par contre, ils sont quand même un petit peu mieux maîtrisés. Un point qui est malgré tout intéressant, hein, c'est qu'on alors déjà, c'est quasiment 240 kilotonnes de CO2, ce qui est beaucoup, hein, si vous vous rappelez les chiffres tout à l'heure de LVMH, nous on fait pas tout à fait 2 milliards de chiffre d'affaires, ils en font un peu plus de 64, et c'est quasiment autant. Donc on est quand même une industrie malgré tout intensive en énergie, on consomme un peu plus d'1 TWh d'électricité par an. Je crois que la SNCF c'est 7. Donc on consomme beaucoup d'énergie parce qu'on pompe et on traite et on fait ça toute la journée. Voilà. Et puis après il y a les émissions diffuses de nos stations qui sont, mine de rien pas grand chose par rapport au reste, même si c'est des gaz avec des pouvoirs d'émission qui sont évidemment très élevés. Et puis il y a tout ce qui relève de la mobilité, parce qu'évidemment on a des gens sur le terrain qui tous les jours vont tourner des vannes et réparer des fuites et relever des compteurs, etc. Et tout ça circule. Donc nos cibles, j'ai déjà mentionné un peu tout à l'heure, hein, on s'est engagé à net zéro, alors sur les scopes 1 et 2 à un horizon 2035 et sur notre chaîne de valeur horizon 2050, ce sont des cibles qu'on sera peut-être amené à revoir d'ailleurs, à réviser dans le cadre de notre process SBTi et au fur et à mesure qu'on progresse. Encore une fois, c'est une démarche qui est jeune, très jeune chez nous. Et puis on a ces cibles à beaucoup plus court terme qu'on s'est fixées dans le cadre de notre financement, qui sont des cibles en intensité cette fois, mais qui sont quand même qui nous poussent déjà relativement loin, hein, puisque en gros on doit diviser par 6 peu ou prou notre intensité sur les 2 premiers scopes d'ici 2027. J'ai bien montré que l'électricité c'était notre plus gros enjeu, donc quelque part on sait qu'on a les leviers parce que vertir son électricité c'est faisable. Alors j'y reviendrai, il y a des leviers avec des additionnalités qui sont très très différentes et des choses qui sont beaucoup plus satisfaisantes que d'autres, hein, quand on s'intéresse au fond de la question. Mais voilà, nos leviers, malgré tout, on les connaît. L'un d'entre eux, évidemment, c'est de produire sur nos sites, donc de produire solaire, micro-hydro, des sujets comme ça. C'est faisable, mais pas si évident que ça, parce que comme on n'est pas propriétaire des infrastructures qu'on opère, et qu'on les opère pendant en moyenne 8 ans, aujourd'hui, un contrat de DSP c'est 8 ans, en moyenne, et c'est un peu court, en fait. Ce qui signifie que pour déployer des panneaux solaires, par exemple, sur le terrain d'une station d'épuration, il faut que ce soit en fait un genre d'engagement tripartite entre la municipalité qui est propriétaire de l'infrastructure, un développeur qui éventuellement peut venir financer et s'engager sur l'opération et la maintenance de l'infrastructure pendant les 20 à 30 prochaines années, par exemple. Et nous qui, en tant que délégataires, évidemment, dans 8 ans, on s'en va. Enfin, on s'en va, sauf si on renouvelle, mais en théorie, on s'en va. Donc on a quand même pas mal de projets dans les pipes, hein, parce que mine de rien les collectivités aujourd'hui sont de plus en plus demandeuses et on y va proactivement pour déployer ces solutions là, mais c'est pas le plus évident, en tout cas dans les médias. Il y a évidemment un enjeu de performance énergétique. Alors là la grande chance c'est que comme on consomme, vous l'avez vu, beaucoup d'électricité, et que ça fait très longtemps qu'on se pose ces questions-là, parce que c'est un enjeu économique pour l'entreprise qui est très immédiat. Ce que ça veut dire, c'est que ça fait très longtemps qu'on réfléchit à l'efficacité énergétique, et que j'ai mine de rien plus grand-chose à apprendre à notre département des opérations sur ce sujet-là. Alors c'est une bonne nouvelle parce qu'ils sont très autonomes. La mauvaise, c'est que les quick wins, ça fait longtemps qu'ils sont derrière nous. Donc évidemment, on continue. Hein, on a notamment on a une grosse usine de dessalement aux Canaries, dans laquelle l'intensité énergétique du mètre cube d'eau produit a déjà énormément diminué. Il a été divisé par presque 2 en pas si longtemps que ça. Et on continue, mais
c'est plus vraiment à ce stade des quick wins, c'est des investissements et on réfléchit en permanence et on réinvestit en permanence. Et évidemment, en ce moment, on le fait avec d'autant plus de bonheur que les prix de l'énergie voilà, sont ce que vous savez. Et puis le troisième levier, en tout cas côté électricité, c'est évidemment d'acheter de l'énergie verte. Et là encore, on a des leviers qui sont plus ou moins satisfaisants. Et les PPAs font partie des plus satisfaisants. Et acheter des garanties d'origine française, c'est un peu mieux que européenne. Et c'est très très loin d'être parfait. Mais c'est ce qui est à notre disposition, fondamentalement. Et les PPA, pour le coup, c'est... alors j'ai des slides sur le sujet, mais comme je sais que notre prochain speaker est arrivé, j'ai essayé de ne pas trop traîner quand même. C'est un truc, j'ai commencé à en parler avant même de prendre le job, parce que dans une vie passée, je travaillais dans l'énergie, et j'en discutais avec notre direction des opérations. Ça fait 1 an et demi, je pense, que je leur en parle. Alors c'est un sujet qui n'est pas totalement trivial pour nous, parce que le prix de l'eau concrètement est indexé sur le prix de l'énergie. Donc s'engager sur le très long terme sur une énergie à prix fixe, c'est pas un choix qui est immédiat, c'est loin d'être évident. En Ibérie, ça peut l'être un peu plus, et ça l'est beaucoup plus d'ailleurs. Mais bon, voilà. En tout cas, il y avait quand même un scepticisme un peu fondamental. Aujourd'hui, on a signé notre premier PPA en septembre dernier. On en a 2 autres dans le pipe, dont un très gros en Espagne. Et fondamentalement, si tout se passe bien, d'ici octobre, on pourrait couvrir 10 à 15% de nos besoins en électricité par des PPA. Et ça, c'est en 1 an. C'est quand même un message hyper positif, au sens où là où il y a plein d'obstacles et où tout le monde ne trouve que des obstacles à mentionner, on se rend compte que les PPA, déjà, c'est pas quelque chose qui est extrêmement normé. Aujourd'hui, il y a plein de sortes de PPA différents. Il y a plein de pricing différents au sein des PPA. Il y en a, encore une fois, avec un niveau d'additionnalité environnementale qui peut être variable, mais enfin, c'est un outil qui est en fait relativement flexible, même en termes de durée. Et on en trouve aujourd'hui. Le marché est tendu, puisqu'il y a plein de gens qui cherchent des PPA. Parce qu'évidemment, en ce moment, en Espagne, signer de l'énergie à prix fixe, c'est le bonheur incarné, quoi. Mais voilà, c'est un outil qui est vraiment intéressant et donc sur lequel j'ai beaucoup d'espoir pour les années à venir, parce qu'évidemment, les garanties d'origine, ça va vivre un temps. On en achète déjà beaucoup des françaises parce que les collectivités nous en demandent. Et ce sera, on va dire, un levier de compensation sur le temps que les PPA progressent, parce que si quand on signe un PPA, l'électron il n'arrive pas forcément demain matin, surtout sur du greenfield. Mais évidemment, il va de soi que sur la cible à 2035, il ne sera plus question d'acheter des garanties d'origine, même françaises. Donc voilà, on progresse et on va continuer à progresser. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est très cœur chez nous. Et encore une fois, ce qui fait plaisir, c'est que ça fait vraiment vibrer quelque chose chez nos collaborateurs, parce qu'ils travaillent concrètement un peu dans la nature tous les jours. C'est leur métier. Ils se considèrent comme vraiment servant l'environnement, parce que c'est vrai que quelqu'un qui gère une station d'épuration, vous ne pouvez pas savoir à quel point il est fier de voir l'eau claire qui ressort de sa station et qui repart dans la rivière. Et souvent, et parfois, elle est plus propre que celle qu'il a récupérée en entrée. Même en entrée du prélèvement de la station d'eau potable. Et les gens sont très fiers de ça. Et donc, voilà, c'est vraiment un outil d'engagement qui est assez formidable chez nous, même si ils sont, voilà, comme je l'ai dit, ils aiment bien nous challenger, parce que, mine de rien, ils s'y connaissent pas mal. Donc, voilà, un bel outil pour nous, en tout cas.